Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une panique générale à Buea, dans la région du sud-ouest. Des allégations d'infiltration des assaillants armés ont créé la psychose sur des campus scolaires au point de paralyser presque toutes les activités économiques et placer la ville de Buea en état d'alerte maximale. Enquête en ouverture de ce journal sur ce vent de panique et la réaction du gouverneur du sud-ouest. Le cauchemar des hécatombes ressurgit sur les routes au Cameroun. Parmi les causes de ce grave accident ayant arraché la vie à plus de 20 personnes à Tian, il y a la pratique illégale du transport interurbain de masse, également la vétusté technique du gros porteur. Les pouvoirs publics sont-ils impuissants face au transport clandestin et ces graves accidents mortels? Comment ce fléau social dicte sa loi dans le secteur des agences de transport? C'est le dossier du 20h ce lundi. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La ville de Buea a essuyé ce lundi une grosse frayeur des allégations d'infiltration des assaillants armés en plein centre-ville ont créé une panique générale sur des campus scolaires. Les activités économiques ont été paralysées par ce vent de panique. Également, la ville a été placée en état d'alerte maximale. Les autorités administratives ont tenu à démentir les allégations concernant une infiltration des assaillants armés sur des campus scolaires. Le récit est fait avec Derrick Diatta et Eric Martial Ndiomo. Scène de panique dans les rues de Buea. Des élèves courent dans tous les sens. Dans cette école, ils ont forcé le portail pour s'échapper. D'autres plus chanceux sont tenus par la main par les parents venus les chercher dès l'annonce de la rumeur. Une rumeur partie, on ne sait d'où, mais qui a été prise très au sérieux par les parents, tout comme les forces de sécurité. Elle annonçait la présence des forces ambazoniennes dans la ville et faisait état de 2 enseignants pris en otage dans un établissement à Mouyouka par ces personnes. Seulement, selon des sources sur place, il ne s'est agi que d'une rumeur malsaine. Comme une traînée de poudre, plusieurs villes de la région du sud-ouest ont été affectées et les écoles ont été vidées, notamment à Tiko, Ekona et Moutenguene, entre autres. Une semaine après la rentrée du 2e trimestre, l'enseignement vient de prendre un coup sérieux à cause de cette rumeur dans la région du sud-ouest. De nombreux parents rechignaient déjà à envoyer leurs enfants à l'école pour des raisons sécuritaires dans cette partie du pays. Le gouverneur du sud-ouest balaie d'un revers de la main ces allégations sur l'infiltration de probables assaillants armés sur des campus scolaires à Buea, dans la région du sud-ouest. Bernard Okalabilai dénonce une tentative de déstabilisation du Cameroun et principalement de cette région du sud-ouest. Il appelle la communauté éducative, les opérateurs économiques au calme et rassure sur les mesures de sécurité prises pour protéger les populations et préserver l'intégrité du territoire. Je vous propose d'écouter Bernard Okalabilai, gouverneur du sud-ouest. What occurred this morning is just a rumor. Ce qui s'est passé ce matin relève simplement de la rumeur, mais nous devons rester vigilants parce que nous savons que certaines personnes nourrissent de mauvaises intentions. Les gens balancent de telles rumeurs pour paralyser non seulement l'éducation, mais aussi les activités économiques. But also the business activities should be disturbed. I want to reassure the entire population. Je voudrais rassurer la population et particulièrement la communauté éducative qu'elles devraient normalement vaquer à leurs occupations. Les mesures de sécurité ont été mises en place et renforcées par le chef de l'État en personne pour la population entière, tout comme pour l'ensemble des activités. The entire population and all the activities.
Après le grave accident survenu à Tian, de nombreuses familles des victimes décédées, les rescapés et l'opinion nationale sont choqués de l'indifférence des pouvoirs publics face à la vétusté technique du bus de la mort appartenant à une agence de voyage clandestine. Comment un tel bus a pu desservir la ligne Tian-Douala durant des semaines sans être inquiété? Les défaillances des contrôles routiers, la falsification des certificats de visite technique sont entre autres les causes de la prolifération des accidents mortels sur les routes au Cameroun. Reportage Flavien Dongo. Au fond du ravin de la falaise de Santhiou, à l'ouest du Cameroun, les restes du véhicule qui a tué 21 personnes le week-end. Pas de plaque d'immatriculation conforme, pas de bordereau de passagers, encore moins la vignette de contrôle technique selon des témoins. Tout cela dégage une odeur de gros porteurs clandestins. Ces faux, ces bus, ces camions qui ont plus de 30 ans d'âge, des véhicules qui sont dotés des faux documents. Plusieurs personnes qui sont impliquées dans la fabrication de ces faux contrôles techniques. Et ces faux contrôles techniques, on les a retrouvés sur plusieurs camions. Des défaillances techniques que traînent ces transporteurs indélicats sont noyés dans des billets de banque déposés à chaque contrôle routier. Et il y a un laxisme client des FNO. Il n'a rien, ni la carte grise, ni les documents de transport. Des gens qui circulent ici avec des tombeaux roulants. Mais c'est les forces de maintien de l'ordre qui doivent sévir. Vous savez, 21 personnes ont péri pour rien. Pourtant, si ce bus était interpellé et puis mis à la fourrière avant de quitter Tian, ouais, les 21 personnes seraient vivantes aujourd'hui. Conséquence, des morts sont comptées à l'appel. Le phénomène du transport clandestin peine à être maîtrisé au Cameroun. Pourtant, le secteur des transports est régi par des textes qui trouvent ses souches dans des conditions de création d'une agence de voyage. Il faut une autorisation préalable de la tutelle, c'est-à-dire du ministère du Transport. Après l'autorisation, il y a la licence de transport qui est établie dans des délégations de transport. Il y a un cahier de charge, la superficie de terrain qu'il faut pour avoir une agence de voyage. Je pense que 2500 m² pour faire une agence de voyage. Et des véhicules de qualité, des véhicules suivis par des sociétés de visite technique. Au ministère du Transport, il est révélé que seules 4 agences de voyage sont habilitées à exercer au Cameroun. Et les autres ont jusqu'en février prochain pour se conformer, selon la tutelle des transports. Parmi les causes de l'hécatombe survenue à la falaise de Tian, il y a la pratique illégale du transport interurbain de masse, malgré la mise en place des mesures gouvernementales en visant à réglementer le secteur des agences de transport. La clandestinité de certains opérateurs dicte sa loi sous le regard des pouvoirs publics. Sont-ils impuissants face au transport clandestin et ses graves accidents mortels? Comment mettre fin à la banalisation de ce fléau social qui décime au quotidien de nombreuses familles camerounaises? Esquisse de réponse avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. L'accident mortel survenu dans la nuit de samedi à dimanche dernier à la falaise de Santhiou remet au goût du jour la sempiternelle problématique du transport clandestin au Cameroun. Le bus incriminé, n'ayant aucun document officiel pour assurer le transport interurbain, n'aurait jamais dû se retrouver sur l'axe lourd. Cet véhicule, première chose, n'a pas été immatriculé. Aucun véhicule qui n'est pas immatriculé ne doit pas circuler. Si ce véhicule n'est pas immatriculé, pour avoir une licence, même de transport, pour avoir une carte bleue pour le transport, il y a des documents qu'on demande. Il ne peut même pas avoir un bordereau de route parce que dans ce bordereau de route, il va indiquer que ce bordereau va porter dans la tête de qui. Parce que ça, ce n'est pas un institut déjà bien constitué. Il ne peut pas faire ces bordereaux parce qu'il n'est pas identifié comme quelqu'un qui devait faire le transport interurbain de masse. Il est dit que selon les premiers rapports d'enquête que c'est une défiance du système de freinage et une mauvaise manœuvre des conducteurs. Donc c'était un cas clair de transport clandestin. Là, il n'y a même pas d'assurance. Au ministère des Transports, l'on est conscient qu'il faut combattre le transport clandestin avec la dernière énergie. Mais les populations sont appelées à jouer leur partition afin que ce fléau qui fait de la résistance soit éradiqué.
Dans le cas d'espèce, les passagers n'auraient jamais dû prendre place à bord de cet engin de la mort. Quelqu'un qui met une activité illégale ne peut jamais envoyer ce véhicule pour la visite technique. Parce que ce véhicule n'a pas été immatriculé. Parce qu'il veut fuir l'impôt, il veut fuir le paiement de ces taxes, il peut faire des particules. Mais parce que c'est la responsabilité aussi de chaque Camerounais de vérifier qui vous transporte. Vous entrez dans un véhicule qui n'a même pas un numéro de matriculation, même si vous oubliez votre bagage dans ce type de véhicule. Où est le numéro de référence? Ces véhicules, parce qu'on devait d'abord vérifier si ces véhicules respectent les normes. Est-ce que ces véhicules appartiennent à quelle structure, à quelle société? Le transport interurbain au Cameroun est bien organisé. Mais l'irresponsabilité du propriétaire du bus et la naïveté des passagers ne dédouanent aucunement les pouvoirs publics. Le bus en question, bien qu'exerçant une activité clandestine, a embarqué des passagers au vu et au su de tous et a certainement traversé plusieurs postes de police et de gendarmerie sans être inquiété avant d'échouer dans le ravin de la mort. Au ministère des Transports, l'on préfère lancer un appel à une prise de conscience collective. Pour lutter contre cette circulation, c'est la responsabilité de chaque personne parce que l'État n'a pas de ressources pour mettre un policier derrière chaque Camerounais pour vérifier que chaque personne respecte les régulations en vigueur. On constate l'effort que les autres administrations comme la gendarmerie font chaque jour, mais la gendarmerie ne peut pas être présente dans tous les axes routiers parce qu'on pense que les personnes devaient être responsables. Les investigations déjà ouvertes ont permis de démasquer le propriétaire de ce bus tueur. Il s'agit du sieur Marcus Assonfak, dont la responsabilité est engagée et qui n'est donc pas à l'abri d'une poursuite pour activité dangereuse. Pendant ce temps, des familles pleurent les morts qu'on aurait pu éviter. À l'approche des échéances électorales, ça chauffe déjà dans les chaumières du SDF, le principal parti de l'opposition au Cameroun. Les batailles font rage pour le choix du candidat de ce parti pour l'élection présidentielle. Dans 4 semaines doit se tenir le congrès ordinaire du SDF et la question est sur toutes les lèvres des militants de ce parti de l'opposition. John Fundi va-t-il céder la place aux jeunes loups de son parti qui ont les dents longues pour faire face au régime RDPC? L'information a circulé durant le NEC qui s'est tenu le week-end. Les résolutions restent attendues, mais des supputations vont bon train. Des précisions avec Kediara dans ce reportage. Le National Executive Committee, prévu pour se tenir le 30 janvier dernier, a joué les prolongations, se poursuivant jusqu'à dimanche au soir. Et si les résolutions de cette rencontre ne sont pas encore officiellement connues au moment où nous produisons ce reportage, il faut surtout dire que des sources internes au SDF annoncent que le chairman John Fundi ne sera peut-être pas candidat au présidentiel de 2018. L'objectif étant, nous dira-t-on, de présenter un visage neuf, susceptible de porter le parti à cette échéance. Entre autres résolutions de cette rencontre, on retient également que le SDF ne boycottera aucune élection en 2018. Je tiens d'abord à dire que le SDF ne boycottera pas une élection. Le SDF va participer à toutes les élections. D'ailleurs, la date du congrès est désormais connue. Le congrès aura lieu le 22, le 23, le 24 février 2018. Il faut préciser que c'est au cours de ces dates que seront élus les différents candidats représentant le parti. Au terme de la première journée du National Executive Committee, le SDF avait déjà posé quelques conditions de sa participation aux élections. Le SDF souhaiterait un dialogue autour de la question des élections dans notre pays. Il faudrait qu'autour de la table, que nous essayons vraiment de mettre sur pied un calendrier électoral qui est connu de tous. Parce que le code électoral doit être revu. Est-ce que nous allons aller aux élections avec le code électoral actuel? Sur le front de guerre contre le terrorisme, l'une des batailles à mener, c'est celle de la reconstruction des salles de classe qui ont été décimées à cause des affres de la guerre contre la secte islamiste. Et la force multinationale mixte a permis à certains établissements et écoles primaires de recevoir des tables bancs afin d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves dans ces écoles situées à l'extrême nord du Cameroun. Reportage Amadou Daïrou et Julienne Berthebissaï. Voici ce qui tient lieu de salle de classe
à l'école primaire camp militaire de Mora. C'est assis au sol et sous des hangars que ces élèves suivent les cours. La scène est la même au lycée classique et CES Sultana de Mora. C'est depuis des années que ces élèves fréquentent dans ces conditions. Émus par cette situation, les éléments de la force multinationale mixte ont volé au secours de ces apprenants. Nous avons constaté que le contexte pédagogique était dégradé. Les écoles dans lesquelles nous sommes passés, nous l'ont prouvé à suffisance. Nous avons trouvé des enfants assis à même le sol. On s'est dit, pourquoi ne pas contribuer dans ce domaine-là? Cette action noble est ici saluée par les chefs d'établissement. Nous avons reçu 100 tables bancs du secteur Nouré. Avant, les enfants rentraient, comme vous dites, très sages. Aujourd'hui, en tant que parent, je suis fier, très fier de trouver ces tables bancs installés dans nos salles de classe et que les enfants soient assis désormais à l'aise et confortablement dans leur salle de classe. Les élèves dont l'éducation s'est détériorée à cause des affres de Boko Haram expriment leur joie. Avant, nous asseoir à même le sol et maintenant, nous allons nous asseoir sur les tables bancs et je suis très... Ce don de table banc à ces différentes écoles vient ainsi permettre aux élèves de suivre les cours dans de meilleures conditions. Dans l'escale internationale, l'ancienne présidente du Libéria paye le prix de son soutien à son actuel successeur George Weah. Ellen Johnson a été exclue du parti de l'Unité qui l'accuse d'avoir soutenu la candidature de George Weah au lieu de soutenir le vice-président de son parti qui était lui aussi en course pour le fauteuil présidentiel. On fait le point avec Gladys Sidier. Ellen Johnson Sirleaf cédera le pouvoir le 22 janvier prochain. Mais avant son départ de la présidence du Libéria, elle a été exclue de son parti. La présidente sortante est accusée de ne pas avoir fait campagne pour son vice-président Joseph Boakai, battu par George Weah le 26 décembre dernier. Le comité exécutif du Parti de l'Unité, la formation de Joseph Boakai et Ellen Johnson, a voté l'exclusion de cette dernière ainsi que 3 autres de ses dirigeants. Leur sont reprochées des violations de la constitution du parti, imposant notamment à ses membres de faire campagne aux élections pour le candidat du Parti de l'Unité. La décision de ce parti était prévisible de l'avis de plusieurs observateurs, puisque depuis la fin du premier tour de l'élection présidentielle, les membres du parti ayant soutenu le vice-président s'étaient tous insurgés contre l'attitude de la présidente, qui a clairement, selon eux, tout fait pour ne pas apporter son soutien à Joseph Boakai. Selon le communiqué rendu public par cette formation, Ellen Johnson a à plusieurs reprises violé la constitution du parti et posé des actes hostiles à l'existence de leur parti politique. L'UP rappelle également que la section 1 du règlement du parti stipule que pendant les élections, les militants ont le devoir de soutenir le candidat du parti en faisant campagne pour lui, à fournir tout leur soutien et à se comporter de manière à procurer la victoire pour leur formation politique. En sport football, le championnat d'Afrique des Nations de football bat son plein au Maroc. Quel est le point par rapport aux premiers matchs qui ont été joués jusqu'ici en attendant l'entrée en scène des Lions indomptables à prime? Des précisions avec Étienne Pascal, Azégué et Emos Fwanga. Les joueurs du royaume chérifien annoncent déjà les couleurs de la compétition organisée à domicile, avec la victoire nette obtenue face à la Mauritanie lors du match inaugural de la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations de football. Malgré une équipe en panne d'inspiration en première mi-temps, le Maroc s'impose 4 buts à 0 grâce aux réalisations d'Ayoub El Kabi à la 66e minute, d'Ismaël El Haddad à la 72e minute. Ayoub El Kabi va inscrire un doublé à la 80e minute et enfin le but du KO signé Ashraf Benchari à la 92e minute. Grâce à cette large victoire, s'installe en tête du groupe A avec un goal différence plus important que celui du Soudan. Le Soudan, justement, a pris le dessus sur la Guinée-Conakry qui partait pourtant favori sur le papier. L'équipe nationale de Guinée débute ainsi mal la compétition en s'inclinant 1 but contre 2.
Les crocodiles du Nil ont scoré grâce à un coup de tête décroisé du défenseur Omer Suleiman à la 19e minute. Et à un tir à bout portant de Saïf-Aldine Baki à la 75e minute. Dans le groupe B, la Côte d'Ivoire a été surprise par la Namibie. Les Ivoiriens ont cédé dans les arrêts de jeu sur un but de Charles Ambira. La Zambie a profité donc de ce faux pas des éléphants de la Côte d'Ivoire pour prendre les rênes du groupe B en s'imposant sans surprise 3 buts à 1. Le championnat d'Afrique des Nations 2018 s'annonce assez prolifique en buts. 12 ont déjà été inscrits en 4 rencontres, soit une moyenne de 3 buts par match. Parlons à présent des Lionnes de moins de 20 ans. Elles viennent de compromettre leurs chances de qualification pour la Coupe du Monde junior de football féminin. Après le match nul face au Ghana dimanche, leur entraîneur Charles Kandem reconnaît le manque d'expérience de ces pouliches. C'est une première pour elles d'affronter une compétition de haut niveau. Joël Essengé et Ike Cyril. Le Cameroun n'a pas eu besoin de plus de 10 minutes après le coup d'envoi pour trouver le chemin des filets dans cette rencontre. Sur un coup franc de 35 mètres, Alexandra Takunda saute plus haut que tout le monde et d'une tête imparable, elle bat la gardienne de but ghanéenne. Le Cameroun mène 1 but à 0 après 10 minutes de jeu. Le score restera inchangé jusqu'à la pause. On a eu un bon premier temps pour la seule raison que les filles, elles avaient suffisamment de ressources pour pouvoir le faire. Et on peut avoir cette endurance spécifique quand on joue des matchs de très haut niveau. Au retour des vestiaires, les Ghanéennes se montrent plus entreprenantes. À la 52e minute, soit 7 minutes seulement après la reprise, Princella Adobea, la capitaine ghanéenne, profite d'une hésitation de la défense camerounaise pour égaliser. Ghana 1, Cameroun 1. Ils ont marqué un but aussi, on peut aller aussi de marquer aussi 1 ou 2 buts. Je suis confiant. Donc restons optimistes. Ce sont les filles qui jouent ensemble depuis. Nous on est là, on tourne un peu par le mal, on a quelques matchs avec les garçons. C'était que l'insuffisant. Je crois qu'on va vu jouer, on va se préparer pour le match retour. Conscient du danger, le Cameroun se lance à l'assaut des buts ghanéens. 66e minute, Alice Flor Kameni, entrée en cours de jeu, est idéalement placée dans la surface de réparation ghanéenne. Mais elle ne réussit pas à concrétiser l'action. Le pressing se poursuit. 72e minute, Christine Bisson arme une frappe qui atterrit sur la barre transversale. Alexandra Takunda suit, mais manque sa reprise. Poussé dans ses derniers retranchements, le Ghana va tout de même sortir la tête de l'eau. 86e minute, la gardienne de but camerounaise relâche un ballon pleine surface de réparation et donne des sueurs froides à ses partenaires. 2 minutes après, à la 88e, il faut un sauvetage de la même Baou pour éviter le pire au Cameroun. La partie s'emballe dans ces dernières secondes. 90e minute, le danger change de camp. Dolores Sadia hérite d'un ballon dans la surface ghanéenne. Elle arme le shoot, mais le ballon passe légèrement au-dessus de la barre transversale. C'était une équipe très expérimentée, qui avait des individualités avérées et qui jouait très bien le ballon. Vous allez le constater. Et puis elles sont ensemble depuis. Elles font des tournois par-ci, par-là. Et pour être physiquement en jambe, il faut jouer aussi des sensations, pas seulement d'aller courir avec les enfants sur le terrain. Il faudrait qu'elles soient dans des situations où il y a des compétitions. Nous avons juste un seul match de haut niveau dans les jambes. Il faut d'abord jouer ces filles qui sont vraiment directement battues cet après-midi. Un but partout finalement au terme de la rencontre. Les Lions qui découvrent la haute compétition pour la première fois ont manqué d'expérience. Tout est à refaire au match retour au Ghana. Les performances de ces Lions de moins de 20 ans et autres actualités du monde du football doivent être décryptées ce soir dans le cadre de l'émission 100% foot
présenté par Étienne Pascal Azégué. Mais avant la fin de ce journal, des Camerounais n'ont pas oublié Ernest Ouandié, l'un des pères fondateurs de l'UPC qui avait été fusillé à Bafoussam. Quelques Camerounais ont organisé une procession dans le chef-lieu de la région de l'Ouest pour commémorer la disparition de ce leader nationaliste et célébrer l'idéologie des pères fondateurs de l'UPC. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Merci également de rester sur Equinox Télévision.